Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Le principe de cette émission, la grande question, vous commencez à les connaître, ces principes. D'abord, on prend son temps. C'est rare les émissions de 52 minutes pour traiter un sujet. Ça n'existe plus, c'est le zapping désormais. Eh bien, nous, on prend tout notre temps. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on ose traiter des sujets complexes. Alors celui-là, il est pas mal, parce que déjà, le sujet dopage est un sujet complexe. Mais quand en plus, on a l'ambition d'essayer de comprendre, de traiter, d'anticiper le dopage chez les jeunes, ça devient encore plus compliqué. Mais nous avons cette ambition avec nos invités. Nous accueillons donc Laurence Roux. Laurence, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes cadre technique national à la Fédération française de ski, vous êtes chargée de mission auprès de la DTN et référente ministérielle pour la prévention et l'intégrité. C'est surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Antoine Beltramello est avec nous également, cadre technique à la Ligue d'aviron de Normandie. Vous nous expliquerez tout à l'heure pourquoi vous êtes concerné aussi par ce thème. Plus évident quand même, le fait d'être concerné par ce thème quand on est professeur de médecine et directeur de recherche clinique. François Chapuis est avec nous. Bonjour. Merci, vous êtes membre des commissions médicales de la Fédération française de tir et de la Fédération internationale ISSF, médecin en titre des équipes de France paralympique de tir durant les Jeux olympiques de Paris 2024. Et vous êtes aussi passé par la Fédération française de ski il y a plusieurs années. Nous sommes heureux de retrouver en visio cette fois-ci, il n'a pas voulu quitter son soleil. Steve Chanel est avec nous, ancien cycliste professionnel, consultant à la télévision et qu'on a le bonheur de voir souvent sur différents médias. Steve, bonjour. Salut Patrick, bonjour à tous. Bien installé, toujours aussi enthousiaste, toujours aussi dynamique? Bah écoute, toujours aussi dynamique, effectivement. Alors après, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez vaste, qui plus est. Quand tu dis que tu as été coureur cycliste professionnel, on va pas se voiler, hein. Habituellement, on dit ancien coureur cycliste, c'est soit tu as fait le Tour de France, soit est-ce que tu te dopes. Donc effectivement, je trouve hyper intéressant aujourd'hui ce sujet de la grande question sur le dopage, qui plus est chez les jeunes, puisque j'ai un parcours atypique, j'ai commencé le vélo à l'âge de 6 ans, donc effectivement, je pourrais éventuellement partager mon expérience et mes 9 années chez les pros. Bon Steve, est-ce que tu as fait le Tour de France? Est-ce que tu te dopes? Non, on en parlera plus tard. Donc, alors là, le principe de cette émission, c'est micro ouvert. Je ne suis pas instituteur, je ne sais pas une émission normative. C'est pas je vous donne la parole, c'est vous parler quand vous le sentez. Steve, tu me fais un petit signe parce que j'ai un écran, moi, qui me relie directement à toi. Un petit signe quand tu veux intervenir. Surtout, il faut que ce soit, voilà, qu'on ait ce qu'on a envie de dire, qu'on puisse dire ce qu'on a envie de dire en tout cas. Alors, juillet 2022, la sénatrice Marie-Noëlle Lienemann a attiré l'attention de la ministre des Sports au sujet du dopage chez les jeunes et les adolescents, ce en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques. On a l'impression que ce jour-là, on se réveillait, mais ce sujet était évidemment déjà prégnant. Le sujet important, l'État dit c'est important, la preuve, on va donner un budget énorme, et ils ont donné 15 millions d'euros. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 15 millions d'euros, c'est rien du tout, et ce n'est pas avec ça qu'on va faire changer les choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma première petite critique là? 15 millions, c'est un peu, j'allais dire, se ficher un peu du monde. J'ai envie de dire c'est déjà ça. Oui, bien politique, c'est bien, allons-y. Non, je veux dire, c'est ridicule. C'est pas comme ça qu'on s'attaque à un problème. C'est ridicule, on le sait, on le voit. Hein. Malheureusement, les dopeurs ont souvent un train d'avance, et notamment financier, ça c'est sûr. Alors, on va essayer de comprendre. On va faire ça en plusieurs parties, si vous le voulez bien, même si on ne va pas être trop strict dans ces parties. Dans une première partie, on va essayer de trouver les motivations. Hein. Elles sont évidentes, mais pas toujours. Et puis les pressions que peuvent avoir ces jeunes. Ensuite, dans une deuxième partie, on va voir quels produits ils prennent, quels sont les effets de ces produits. Et là, on aura vraiment besoin du témoignage du représentant, si j'ose dire, de la science et de la médecine, François Chapuis. Et puis la partie 3, peut-être celle qui nous donnera un petit peu d'optimisme, j'espère, c'est la prévention, la détection, les exemples d'actions concrètes et savoir si le combat est perdu ou si on peut espérer une évolution dans ce domaine. Alors, la quête de la performance et la reconnaissance. Vous qui êtes au contact de sportifs, et Steve qui l'a été longtemps à un haut niveau, c'est presque de la sociologie que je vous propose là. Est-ce que c'est que les jeunes ont des modèles de plus en plus performants? Est-ce que les réseaux sociaux, recherche de la performance, de la célébrité, peuvent être des facteurs aggravants? Est-ce qu'ils se sentent de plus en plus poussés à performer? En vous posant cette question, je me dis, ces questions vaudraient encore plus si le dopage était nouveau, si ça existait depuis 5 ans, 10 ans.
depuis l'apparition des phénomènes de réseaux sociaux. Or, Steve, je m'adresse à toi en premier. Toi qui étais professionnel à l'époque où les réseaux sociaux n'étaient pas au niveau où ils sont aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça a changé quelque chose ? Ça a peut-être changé, on va dire que la problématique, elle s'est décalée. Là où vers 18-20 ans, on pouvait vivre de son sport et on avait j'ai envie de dire, peut-être cette attirance vers le fait d'aller gagner de l'argent plus vite. Aujourd'hui, effectivement, je pense que le problème est décalé et que vers peut-être 12, 13, 14 ans, avec les réseaux, avec l'envie de ressembler aux très très bons, on peut être attiré vers ça. C'est ni plus ni moins que l'accomplissement qu'un sportif souhaite. Après, ça ne changera rien. Le dopage a toujours existé. Le dopage, je pense, existera toujours. Pourquoi ? Parce que cette question, elle mérite d'être posée et tu l'as très bien posée. C'est qu'en fait, vous mettez 5 gamins de 5 ans qui jouent aux jeux de société. Il y en a toujours un qui va avoir envie de tricher pour gagner. Donc, effectivement, il va trouver une manière de contourner les règles pour gagner. Et dans le sport, aujourd'hui, on parle tellement de dopage, on parle tellement d'artifices, etc., que malheureusement, dans un groupe de coureurs, d'avironeurs, de tennisman, de tireurs, il y aura toujours celui qui aura envie absolument de gagner, qui aura cette génétique presque programmée pour tout faire pour réussir et effectivement de dépasser une ligne. Donc, je pense que ça vient aussi de l'éducation, tout simplement. Comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé le vélo à l'âge de 6 ans. J'ai jamais eu l'ambition de passer pro, mais c'est vrai que quand je suis devenu professionnel, on me parlait voilà, de lui qui était devant moi, qui était dopé, etc. Mais j'ai jamais eu cette envie de tricher et d'aller au-delà de la limite que la fédération internationale, mes équipes m'imposaient. Donc j'avais cette mentalité et je pense qu'aujourd'hui, c'est effectivement là où il faut aller, c'est aller chercher les potentiels publics qui seraient attirés par cette triche. Alors moi, je vais reprocher à Anthony Drevet, qui prépare cette émission avec moi, d'avoir cherché un invité cycliste qui nous dit « moi, j'ai jamais rien pris ». Moi, j'aimerais bien qu'il me dise « oui, j'ai pris et voilà pourquoi j'ai pris ». Mais ça, c'est un autre débat. Vous êtes d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est que finalement, ça a peut-être un peu accéléré. Moi, je fais le parallèle avec la musique. Vous voyez, maintenant, avec les émissions de télé-réalité, les jeunes, plus tôt encore, espèrent devenir célèbres sans trop travailler. Alors que c'est peut-être ce qui peut arriver pour le vélo. C'est que le vélo, je dis le vélo parce que Steve est là, mais c'est un sport très difficile avec des doses d'entraînement énormes. Et le fait de voir sur ces réseaux sociaux ces réussites qui paraissent faciles, c'est un peu comme la route du Rhum. Chaque fois qu'on voit les marins, c'est quand ils sont devant la caméra pendant 1 minute 30 et qu'ils disent « ouais, super » avec un grand sourire. Sauf que pendant les 23h59 autres, ils souffrent, ils en prennent plein la figure et ils pleurent et ils souffrent. Et on a une image avec les réseaux sociaux de dire « ah là, c'est génial, la route du Rhum, moi je suis presque capable de la faire ». Est-ce qu'on a ça aujourd'hui dans les réseaux ? Ben, c'est vrai que les jeunes, je pense qu'ils ont toujours la recherche du même modèle sportif. Ça ne change pas, ils ont envie d'être champions. Donc les repères sont les mêmes. Par contre, c'est comment ils trouvent leurs repères. Ou dans les réseaux sociaux, en fait, on tombe sur des gens, comme vous dites, où on ne sait pas ce qu'ils ont fait. On les voit sur un court moment. Souvent, c'est des images un peu galvanisées, un peu mises en scène. Et le jeune peut ne pas avoir assez de recul pour savoir, voilà, est-ce que c'est simplement de l'entraînement? Est-ce qu'il y a d'autres choses derrière? Des fois, c'est des contenus aussi qui sont sponsorisés par des publicités. Donc, nous, c'est toujours un peu la problématique. C'est de faire comprendre aux jeunes que ce qu'ils voient, qu'il ait un certain recul pour essayer de comprendre que c'est peut-être pas que de l'entraînement et que lui peut le faire plus simplement. Dans tout ce que vous avez vu dans votre carrière, est-ce qu'il y a un profil du dopé? Est-ce qu'il y a celui qui va aller plus vite? Parce que moi, je donne l'exemple, Steve donnait l'exemple des enfants de 6 ans qui jouent à un jeu de société. Moi, je donne toujours l'exemple de la course en sac au Club Med. Il y a toujours un gars qui va essayer de tricher pour gagner la course en sac au Club Med, où il n'y a même pas un expresso à gagner. Donc voilà, le fait de tricher pour gagner, ça existe. Le dopage, il y a une autre notion, j'y viendrai tout à l'heure, c'est la notion du danger sur son corps. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ne se sont pas dopés parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils ont peur, et c'est peut-être justement de la lucidité, d'aller mettre dans leur corps des substances particulières. Mais est-ce qu'il y a un profil pour vous du dopé? Plutôt que de parler d'un profil, je pourrais parler de facteurs de vulnérabilité.
Voilà, avec des enfants qui se construisent soit dans un milieu très compétitif, avec des parents qui vont pousser le jeune à performer, et du coup, quel que soit le prix, j'ai envie de dire. Et puis, il y a des jeunes un petit peu plus fragiles qui se cherchent. On est là dans un champ où on a des adolescents, donc vous voyez de quoi je veux parler, et des adolescents sportifs. Donc la quête de la limite, la quête de le toujours plus, etc. Et puis moi, j'ai envie qu'on parle aussi des injonctions sociétales. On a plein d'injonctions sociétales, les jeunes les ont de plus en plus tôt. Il faut réussir dans tous les domaines, il faut être beau, il faut être musclé, etc. Et on a aussi des disciplines où on ne rentre pas dans un centre de formation si on fait 1,50 m et 48 kg, quoi. Donc il faut vraiment voir tout ce contexte-là aussi, où chacun, j'ai l'impression, on a notre part de responsabilité. Est-ce qu'on a une pression plus grande aujourd'hui qu'auparavant? N'hésitez pas, même si ce n'est pas votre spécialité première de sociologie. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une pression supplémentaire par rapport aux années 80, aux années 70? Est-ce que tout ça génère une pression supplémentaire sur la réussite, sur la performance? La pression, elle est aussi liée à ce qu'on a évoqué, hein, les médias, les réseaux. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à plein de choses, et notamment à des produits interdits. Hein. On sait que les consommations, elles se font. On ne va pas à la pharmacie du coin chercher ces produits dopants. Hein, on commande sur Internet. Et malheureusement, c'est là aussi que le bas blesse. Hein, c'est qu'il y a une possibilité incroyable de pouvoir se fournir en produits dopants. Et la question de la santé chez les jeunes, elle n'est pas importante. Hein. J'ai vu pas mal d'émissions et de témoignages de jeunes qui disaient « mais moi je m'en fiche de mourir d'un cancer à 40 ans, au moins je serais moins con, excusez-moi l'expression, que mon père, mais si je peux gagner des médailles, et des médailles olympiques, voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. » Erwan Manteour, qui avait fait des déclarations assez chocs sur le dopage, avait dit un jour cette phrase qui m'a vraiment bouleversé, qui est restée en moi, et qui a fait peut-être écho. On parlait tout à l'heure de la géopolitique avec des pays où il n'y a pas d'avenir, où les gens viennent et peuvent sauver. Alors on va beaucoup parler de cyclisme, désolé, on me dit souvent pourquoi vous parlez de cyclisme, il y a du dopage ailleurs, évidemment. Mais moi j'ai l'image de cette phrase d'Erwan Manteour qui disait « Moi, si on m'avait dit il faut boire 1 litre de gasoil pour gagner le Tour, j'en aurais bu 2. » Vous voyez, c'est une phrase qui fait sourire, mais qui est une phrase d'un tragique absolu. Et moi, j'aimerais maintenant, et vous l'avez dit, Laurence, vous avez employé le mot les parents, l'entourage et les parents. J'aimerais qu'on parle de ça parce que, est-ce que vous le sentez dans votre fédération? Mais moi, j'ai trop vu au bord du terrain, quand j'allais voir mes enfants qui jouaient au rugby ou qui jouaient au foot, des parents, mais insultant leurs enfants parce qu'ils ont raté un contrôle et leur mettant une pression extraordinaire pour avoir l'ascension sociale qu'ils n'ont pas eue. Et après, les enfants, c'est exactement ce que vous disiez. Il faut que je sois moins con que mes parents, je vais y aller. S'il faut utiliser un truc pour leur faire plaisir et me mettre tellement de pression, je vais peut-être le faire. Mais c'est la question qu'il faut se poser. C'est celle de l'environnement. C'est-à-dire que l'adolescent, lui, il a déjà sa quête de performance dans une société de quête de performance. Et puis il a ses amis qui disent « mais tu n'as pas réussi ce qu'on attendait de toi » ou « tu peux aller plus loin ». Et puis si c'est rechercher... de la magie d'une certaine façon. Ce n'est pas seulement la magie pour la victoire, c'est parfois pour éviter la défaite, tout simplement. Et donc tout ceci combiné, une société qui pousse à la performance, à la compétition, un environnement proche, très proche, hein, les amis proches, les parents, les éducateurs. Si on veut revenir sur ce modèle-là, il faut aussi se poser la question de l'éducation de tout cet environnement. Alors parfois, on transfère à l'école la responsabilité en disant on oublie les parents, c'est l'école. Moi, je pense que pour les éducateurs sportifs, c'est la même chose. C'est les parents qui doivent... Et tiens, Steve, qui a commencé très tôt, sans doute a-t-il eu cet état d'esprit par ses parents qui ne le regardaient pas de haut en lui disant « t'es un minable » parce qu'il était arrivé 5e et qu'il n'avait pas réussi à gagner une course. Non, après, ce qui est incroyable, effectivement, c'est que moi, mes parents m'ont toujours dit c'est bien, parce que je ne suis pas du tout issu d'une famille de cyclistes. Mon père faisait plutôt du foot et ma mère n'était pas sportive. Moi, j'ai vraiment été au vélo parce que je suis passé devant une école de vélo et j'ai voulu essayer. Et tout de suite, j'ai pris plaisir à faire du vélo. Et mon premier championnat du monde, je dois faire 32e. Et mon père me dit mais c'est fantastique, tu as représenté la France. Mais moi, j'en avais un petit peu rien à carrer. Mais j'ai toujours eu le soutien inconditionnel de mes parents qui vraiment, dans tous les cas, étaient admiratifs de ce que je faisais. Donc, à aucun moment, on m'a mis la pression. Et juste pour revenir sur les propos auparavant, pourquoi aussi aujourd'hui on a de plus en plus de jeunes qui très vite ont tendance à
à arrêter l'école, etc., c'est que tout va plus vite aujourd'hui. Patrick, tu as connu le vélo dans les années 2000. Un cycliste professionnel, à 23 ans, il commençait sa carrière et on disait qu'à 28 ans, il était à l'apogée. Donc, il continuait, il allait jusqu'au bac, à minima. Aujourd'hui, à 14 ans, on dit à un gamin, fais gaffe à ce que tu bouffes, commence à t'entraîner 15 heures par semaine, il faut que tes charges de travail, elles augmentent d'année en année jusqu'à 18 ans. Donc, en fait, on a aussi, malheureusement, j'ai envie de dire, de par toutes les équipes professionnelles et de par les victoires qui ont engendré, montré qu'on pouvait le faire de plus en plus jeune. Mais un gamin qui a 13 ans, un gamin qui a 14 ans, peu importe le sport, a-t-il la maturité nécessaire pour dire je vais tout arrêter maintenant pour faire de mon sport un métier, alors que ce soit pour gagner de l'argent, pour aller chercher des titres ou autre, sachant que les seuls qui vont le guider, c'est soit des éducateurs, qui peuvent être très bons ou moins bons, soit les parents. On n'a pas forcément le recul nécessaire. Et c'est vrai que moi, je dirais que ce n'est pas forcément la faute des parents ni la faute des athlètes. C'est aussi qu'on est à une recherche perpétuelle de performance plus en plus rapide. Il faut qu'à 18 ans, maintenant, on soit sur les très très hauts plateaux. Il faut qu'on soit le meilleur parce qu'on ne veut pas laisser le temps à l'enfant de se développer. Et effectivement, malheureusement, aujourd'hui, moi, le constat, il est qu'on va aller de plus en plus vers des carrières courtes parce qu'un gamin à 15 ans, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit bouffer McDo, il doit rencontrer des nanas, il doit sortir avec ses copains, il doit boire une bière, il doit commencer à comprendre ce que c'est que la vie et pas forcément être dans cette chose d'être ultra sportif, ultra performant, ultra job, ultra concentré et ne pas péter un câble à 25 ans. Parce que là, on parle du dopage, ce qui est parfait. Mais j'aimerais qu'un jour, on ait cette même question sur ceux qui arrêtent l'école à 14 ans, qui n'arrivent pas à faire carrière ou alors qui font carrière sur 2-3 ans et l'après. Et qu'est-ce qu'ils font derrière? On les voit, ils font tous 120 kilos, ils tombent dans l'alcool. C'est un truc de fou. Donc, il faut être équilibré. Et je pense que c'est un travail de fond que tout le monde doit prendre conscience, que tout le monde ne sera pas des Pogacar ou des Léon Marchand, etc., ou des Teddy Riner, mais qu'il faut essayer de construire la personne en tant que sportif et penser à l'avant et à l'après. Alors, on a traité ce sujet sur Sport en France déjà, hein, de l'après-sport justement. Alors, de l'après, quand on a été champion pendant 15 ans, qu'on a 8 titres de champion du monde, 2 titres de champion olympique et qu'on a gagné beaucoup d'argent, c'est généralement pas trop compliqué, même si la fameuse petite mort est compliquée. Mais on a parlé de ce que Steve évoquait là sur Sport en France, de ces gens qui ont tout raté, qui ont perdu leur jeunesse pour finalement, à 22 ans, avoir une rupture du tendon d'Achille et tout laisser tomber. Et là, après, ça fait des avenirs très, très, très douloureux. Et ça, c'est une responsabilité sociétale. Docteur François Chapuis, il existe des pratiques dopantes qui nous font penser à cette fameuse médicalisation générale de notre existence. Est-ce que vous faites ce parallèle? Est-ce que ce n'est pas seulement le sport qui est victime de cette tendance de dopage, mais finalement toute la société, de gens qui fassent du sport ou pas, qui médicalisent tout et qui se disent finalement, avec un peu de compléments alimentaires, de poudre de perlimpinpin, d'homéopathie, etc., je suis arrivé à me faire un corps et un monde merveilleux? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec la quête de la magie, hein. Je voudrais quand même qu'on ne lie pas en permanence performance et dopage. La performance, c'est le rythme de sommeil régulier, l'alimentation saine, l'entraînement programmé et les plages de récupération programmées avec autant de soin que les plages d'entraînement. Si on a déjà commencé par ça, je pense qu'on se pose probablement beaucoup moins la question des compléments. Alors les compléments alimentaires, on en entend énormément parler, c'est encore une quête de magie. Quel adolescent dans le monde occidental aujourd'hui a besoin de compléments alimentaires? Alimentation équilibrée. Donc on est dans une société où les béquilles psychologiques, l'effet placebo, avec des produits dont on ne connaît pas toujours l'origine. Parce que quand on parle de dopage, ce n'est pas seulement du dopage, c'est aussi de l'amélioration biologique. Est-ce du dopage ou de la conduite dopante? Il y a une distinction à faire entre les deux. Peut-être là, précisément pour nous. Le dopage, c'est vraiment l'utilisation du produit interdit. La conduite dopante, c'est dès qu'on essaye d'améliorer quelque chose. Et on a des techniques qui permettent, par exemple, de remettre quelqu'un dans un état de santé, qui sont utilisées par des gens en bonne santé pour aller encore plus loin, où ce n'était pas forcément nécessaire. Ça, c'est une conduite dopante. On peut aujourd'hui avoir des résultats à très très haut niveau sans avoir cette approche d'optimisation La réponse est oui. La réponse est oui. Alors, d'optimisation biologique ou médicale?
Ben oui, bien sûr. Mais on va optimiser autre chose. On va optimiser les rythmes de soleil. On ne va pas essayer d'équilibrer, je veux dire, sans avoir de, je vous provoque, mais sans avoir de volonté dopante. Est-ce que lorsqu'on prépare un sportif de haut niveau, on ne fait pas des analyses et on dit tout simplement, comme on dit à un homme fatigué, tu vas manquer de, je sais pas, de potassium, de je ne sais quoi, et d'essayer de rééquilibrer par des produits exogènes, plutôt que de dire, bah, écoute, fais des bonnes nuits de 8 heures, mange des légumes et tout ira mieux. Eh ben, c'est un très bon exemple. Lorsque je m'occupais des skieurs du circuit Coupe du Monde à l'époque, j'avais remarqué que les charges d'entraînement étaient importantes. Nous étions en altitude, à l'automne, la neige n'est pas encore descendue plus bas, donc on s'entraîne très haut, il y a peu d'oxygène, il fait froid. Et j'avais, puisque je venais de faire mon certificat de biologie et médecine du sport, j'avais décidé de doser le magnésium chez nos athlètes. Il était plutôt abaissé. Je ne savais pas quoi en faire. Je me tourne vers mon prof de physio de l'époque et je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, tu compenses. Ben, j'ai compensé. C'est tout à fait autorisé de prendre du magnésium le matin au petit déjeuner. Mais vous voyez, on diminue les charges d'entraînement ou on augmente le suivi biologique? C'est la question. Ce n'est pas du dopage du tout, c'est tout à fait légal d'aller acheter du magnésium en pharmacie. Pourtant, la question se pose philosophiquement. Là, c'est l'éthique et la philosophie. Ben voilà. Eh oui. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Moi, c'est vrai que je suis responsable d'un groupe de jeunes sportifs qui sont sur de l'accès au niveau. On sait que sur le groupe, tout le monde ne fera pas du haut niveau, sinon ce serait trop facile. Donc nous, on est plutôt effectivement sur de la prévention. Par exemple, des jeunes qui viendraient nous voir en voulant des compléments alimentaires, effectivement, ce n'est pas du dopage. Mais pour nous, c'est déjà voilà, un premier biais qu'on essaye de résoudre par des choses assez simples. Par exemple, après certaines séances de musculation ou d'aérobie un peu longues, effectivement, ils sont complémentés, mais avec une brique de lait chocolaté, une compote, des choses comme ça, où on essaye de leur dire que voilà, tout est déjà là-dedans. Effectivement, dans le monde occidental, ils ont tout dans leur assiette pour que ça se passe bien sans avoir besoin d'aller chercher. Et le problème, c'est souvent d'aller chercher tout seul sur Internet des produits qui se font livrer dans la boîte aux lettres où il n'y a aucun contrôle et des parents, des éducateurs sportifs ou des médecins d'épaule, etc. Comment on fabrique un champion alors avec tout ça, Laurence? Parce que moi, il y a des choses que j'entends avec bonheur, mais d'aller dire que, et je vous comprends sur l'éthique, sur la philosophie, mais d'aller dire on ne compense pas, mais on se dit que finalement le corps humain est capable lui-même de, je pense que je me mets à la place de l'adolescent, du jeune champion, il regarde des petits copains. Ouais. Et c'est pas ça le problème, justement, de se dire... On a d'autres exemples. Regardez, tous les sports ne sont pas énergétiques non plus. La Fédération française de tir, là, pour laquelle j'œuvre avec bonheur, c'est un sport essentiellement mental. Quel est le dopage énergétique pour un sport mental? Alors là, dans ces cas-là... on peut avoir des médailles olympiques. Oui. On peut penser aux bêta-bloquants, on peut penser à tous des produits qui sont interdits. Les bêta-bloquants sont interdits. Justement, mais le dopage peut exister donc dans ces... Ah, mais c'est du dopage à ce moment-là. Non, mais c'est rigoureusement interdit. Si vous saviez le nombre de contrôles qui ont été faits préventivement avant les Jeux et de toute façon sur les grandes compétitions, et tout le podium plus les tirages au sort, jamais vu de bêta-bloquant. Le tabac à chiquer, j'ai lu aussi dans la préparation de cette émission. Je dis, mais où on est? Moi, j'entends parler depuis des années d'EPO, de trucs pas possibles. Et Laurence, vous nous parlez du tabac à chiquer. Tout à fait, oui. C'est une consommation qu'on a depuis de nombreuses années. Alors, on n'est pas la seule fédération. Hein. Il y a plein de fédérations qui sont touchées par ça. En fait, l'Agence mondiale antidopage s'est rendu compte de ça parce qu'elle faisait des batteries de tests. Alors, bien entendu, ils recherchent certains produits, mais en même temps, ils font des analyses globales. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des taux de nicotine très, très importants, notamment dans le hockey sur glace, mais pas que. Il faut savoir que oui, c'est une consommation qui est très importante. Nous, quel effet? Alors, il y a des effets, malheureusement, je suis obligée de dire qu'il y a des effets intéressants qui sont liés à la nicotine, en fait. Hein, donc, au niveau de l'acuité de la tension. Et nous, on a quand même des athlètes qui se balancent à 120-130 km/h en haut d'une descente. Hein. Et donc, ils expliquent, hein, et ça a été prouvé qu'ils ont vraiment une meilleure attention, ils sont vraiment beaucoup plus focus sur ce qu'ils font, etc. Et puis, il y a un effet un petit peu tassant. Alors, on n'est pas dans les effets du cannabis, hein, mais quelque chose qui pose un petit peu le stress. Donc, c'est le produit un peu miracle, malheureusement. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? On ne fait rien, c'est pas interdit. Alors, non, il ne faut pas dire qu'on ne fait rien. On ne fait rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a eu une grosse campagne de prévention où on a embarqué tout le monde derrière nous, l'éducation nationale, les gens qui travaillent à différents endroits de la performance auprès des jeunes. Il y a eu une baisse de la consommation et puis on est parti sur d'autres thématiques parce qu'il y a aussi d'autres thématiques de prévention sur lesquelles il faut aller. Et là, on est dans une consommation
consommation qui reprend beaucoup. Mais je dis à nouveau qu'on a, nous, fédération et monde sportif et monde global, de toute façon, nos responsabilités. C'est-à-dire qu'on les met tellement sous pression. Ils sont sous pression au niveau scolaire, il faut réussir au niveau scolaire, il faut réussir au niveau sportif. C'est des jeunes qui sont tout le temps sous pression, quoi. Et en plus, ils ne peuvent pas aller en soirée comme ils le voudraient, aller se lâcher parce qu'il y a ce timing de compétition, et voilà. Moi, j'aimerais pas enfoncer des portes ouvertes, Steve, mais à l'époque où j'étais aux affaires, si je puis dire, on entendait dire, oui, les coureurs... Alors, c'était un autre dopage, on en parlera tout à l'heure. Mais les jeunes, notamment, c'est les soirées en discothèque qui me font penser à ça. Moi, j'ai entendu dire, alors, est-ce que c'était bidon, est-ce que c'était du bon sens, je ne sais pas. Mais moi, on me disait, ah ben les coureurs, même s'ils ne prennent pas pour courir, après, pour enchaîner les critériums et pour faire la fête un peu, c'est là qu'ils commencent à toucher à des produits qui étaient célèbres à l'époque, bon, tout ce qui était en fête, Pau Belge et compagnie. C'est quoi? C'est une légende? Non, faut pas. Non, faut pas. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc effectivement, je pense qu'à une certaine époque, je pense plutôt avant les années 2000, où effectivement il y avait ce besoin d'aller faire tous les critériums, de ne pas dormir. Mais c'est là où c'est que je reprends les propos de Madame qui disait effectivement qu'aujourd'hui, le problème du tabac chiqué, c'est qu'en fait il y a des études qui ont été très bien faites et qui montrent justement qu'il y a un intérêt pour un sportif à prendre du tabac chiqué. Donc c'est terrible de dire que pour améliorer ses performances, même dans le milieu cycliste, aujourd'hui on le voit, hein, certains viennent en interview avec la petite boule sous la lèvre, hein, il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre ce que c'est, il y a un réel impact sur la performance et c'est quelque chose qui est autorisé. Donc effectivement, on est tous témoins que ouais, il y en a qui viennent avec ça, mais comment l'interdire? Comment expliquer que tu vas te faire un trou dans la pommette et que finalement tu joues aussi avec ta santé parce que ça reste quelque chose, une nicotine, voilà, je suis pas certain que ce soit trop bien pour le corps humain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi toute cette recherche qui est poussée et où on peut jouer sur la peur. La peur de dire, mais mec, tu vas devenir dépendant à prendre ça. Alors qu'il y a peut-être 15-20 ans, c'était pas autant recherché, c'était pas autant poussé. Je pense que la recherche médicale était pas aussi peut-être aussi précise qu'aujourd'hui. Sauf que là, effectivement, là, ça marche. Et le vélo d'il y a 30 ans a aussi énormément évolué, même il y a 20 ans par rapport à maintenant. Tout à l'heure, on parlait effectivement de compléments alimentaires. Aujourd'hui, je vois très peu, en tout cas j'imagine, parce que je ne suis plus dans le milieu professionnel, j'imagine très peu de coureurs qui ne se complémentent pas par rapport à la bouffe qui est quand même moins riche voilà, elle est moins naturelle et forcément elle est moins riche en ce qu'il nous faut pour le corps. Et puis est-ce que c'est normal pour un coureur et une personne lambda d'aller faire 4 heures de vélo par jour avec des intensités? Je pense que si on ne complémente pas, à ce moment-là, on joue aussi avec la santé du coureur. Réponse, docteur? Si on ne complémente pas, on joue avec la santé du coureur. Non, je pense que si on complémente mal, on joue avec la santé du coureur. La nicotine, par exemple, c'est une forme de complément, hein, puisque ça augmente la vigilance. C'est connu. Mais ça nous vient du monde anglo-saxon, là encore. C'est-à-dire qu'on voit les joueurs de baseball, les hockeyeurs qui, dans ce monde, dans le ski, c'est venu par les Canadiens, ce qu'on appelait les Crazy Canucks à l'époque. Ils arrivent avec cette culture nord-américaine et ils la mettent sur le circuit Coupe du Monde. Ce n'est pas du tout indispensable. On sait qu'avec de la nicotine, c'est un vasoconstricteur. Derrière, on a une moindre circulation et on a un risque d'escarre. Quand on est adolescent, on croit que tout ira bien et puis l'effet chronique accumulé abîme. Donc non, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas lier la notion de performance à la notion de dopage. On peut optimiser, donc on va optimiser son alimentation, on va optimiser son hydratation, on va optimiser son entraînement et on va optimiser sa récupération. Steve, je continue sur un sujet qui m'est cher, c'est que j'entends souvent les cyclistes d'abord disent pourquoi nous? Il se trouve que le cyclisme est un sport de dopage. Voilà, il y a eu du dopage, il y a un historique, une culture, mais ce n'est pas les seuls. Évidemment, il faut toujours le rappeler. Mais moi, j'aimerais aller plus loin. Les sportifs vis-à-vis des gens de la société civile. Parce que les sportifs vous disent, c'est bien beau, on nous contrôle, etc. Mais combien d'étudiants prennent des amphétamines pour tenir le coup, pour faire des études de médecine ou autre? Combien d'hommes politiques prennent des produits qu'on trouve dans les banlieues à je ne sais combien le gramme? Bon, j'en ai jamais pris, je vous le dis, hein, je ne connais pas le prix. Mais voilà, la cocaïne, les stéroïdes anabolisants, les amphétamines, est-ce que c'est une défense que tu entends beaucoup dans le monde du sport, de dire occupez-vous aussi d'autres qui le prennent? Alors, ils ne le prennent pas pour tricher
vis-à-vis des autres. Encore que l'étudiant en médecine qui va se doper pour tenir la nuit, pour travailler, ben, il triche par rapport à son concurrent qui ne se dope pas. S'il a un concours, il est dans une compétition. Et voilà. Steve? Oui, bah c'est vrai que c'est toujours pénible du moment qu'on parle de vélo. En tout cas, moi qui suis un amoureux de mon sport et qui l'ai fait le plus sainement possible durant toute ma carrière, ça me fait mal quand on vient nous faire des réflexions et nous dire ouais, c'est pas possible de faire 200 bornes, etc. C'est pas possible de faire Milan-San Remo, 300 km sans rien prendre. Et pourtant, si. Et à l'inverse, il y a des tennisman qui jouent pendant 5 heures sur un court à taper la balle à plus de 200 km/h. On a juste envie de dire qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Mais ça, à la limite, c'est de la jalousie mal placée et on aimerait simplement, en tout cas moi c'est mon cas, j'aimerais que tous les sportifs soient autant contrôlés que possible. Je sais qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde est sur la plateforme Adams, voilà, de 6 à 7 ou peu importe l'heure obligatoire, etc. Est-ce qu'il y a autant de contrôle que dans le vélo? J'en sais rien, j'ai jamais été voir dans les autres sports. Mais oui, la généralité de dire le cycliste, il est dopé. C'est comme dire ceux qui écoutent du reggae, c'est des fumeurs de joint. Ceux qui font du cinéma, ils prennent tous de la coke. Ou ceux qui font du tir, ils sont tous sous bêta-bloquant. C'est des raccourcis, malheureusement, qui sont faits. Mais encore une fois, moi, je le comprends. Parce que quand, oui, je courais avec des coureurs qui me mettaient 2 minutes et que 5 ans après, on apprend qu'ils étaient sous Serra ou dans l'affaire Puerto, oui, il y a une espèce de logique de dire tous les cyclistes sont dopés. Mais la généralité m'emmerde parce qu'aujourd'hui, voilà, on parle beaucoup de Pogacar, on parle beaucoup de Remco Evenepoel, on dit que ce n'est pas possible parce qu'on a fixé des barrières qui semblent inhumaines lorsqu'on les casse. Pourtant, quand Usain Bolt a descendu en dessous de 9,70, on n'a pas dit qu'il était dopé. Quand Duplantis passe au-dessus de 6,15 m, on ne dit pas qu'il est dopé. Voilà, aujourd'hui, l'humain évolue, le matériel évolue, il y a plein de choses qui évoluent. Peut-être qu'il y a quand même malgré tout des conduites dopantes. Attention, je ne suis pas fou, mais de là à faire cette généralisation, moi, très clairement, ça m'emmerde. Ouais, ça m'emmerde énormément. Alors, je comprends, j'étais un peu de la partie, je me permets de ne pas être seulement animateur de cette émission, mais c'est vrai que sur le cyclisme, il ne faut pas dire qu'on dit qu'on ne peut pas faire 300 km sans se doper, on ne peut pas faire Milan-San Remo, on ne peut pas faire 200 bandes par jour pendant 21 jours sur le Tour de France. Évidemment qu'on peut le faire. Le problème, et Steve le sait bien, c'est l'allure à laquelle on le fait, c'est les watts qu'on va sortir. Et des gens, comment dire, de bon sens ont le droit de s'interroger sur les performances de Pogacar. Je pense qu'ils ont le droit de s'interroger. Non, mais vous avez raison. Je pense qu'il est légitime de s'interroger. N'importe qui peut faire un marathon. Évidemment. Mais pas en 2 heures. Évidemment. Mais moi, je donne juste ma petite expérience personnelle. Vous savez, quand il y a eu l'affaire Festina en 98, les gens étaient tellement énervés. Alors, on avait 50% des gens qui nous disaient, nous, télévision, ne nous parlez pas de ça, laissez-les tranquilles, laissez-les vivre, il y en a partout ailleurs, laissez-les tranquilles. Alors, ceux-là, ils nous engueulaient. Puis il y a les autres qui nous engueulaient. C'est de votre faute, c'est parce qu'il y a la télévision. Alors, je leur disais, vous savez, moi, à la télévision, plus il y a de défaillances, plus je suis content, parce que pour commenter, c'est quand même plus intéressant que 6 mobylettes qui emmènent un gars qui, dans les 5 dernières bornes, va mettre 2 minutes à tout le monde. Et puis, voilà, il y a une approche du dopage qui est une approche de sensibilité, d'émotion. Voilà. Et donc, il faut essayer de poser les choses calmement et de se dire que ce n'est pas parce qu'il y a une retransmission télé, ce n'est pas parce qu'il y a je ne sais quoi que les coureurs se dopent. Pas du tout. Les coureurs se dopent pour tricher, pour gagner. Et j'en viens à une question un peu géopolitique. Est-ce que, et pardon du côté direct de ma question, elle est peut-être un peu indélicate, mais est-ce que quand on arrive de Slovénie, qu'on n'a pas un avenir radieux, est-ce qu'on n'est pas prêt à plus de concessions que quand on a été éduqué dans un club sportif français ou je ne sais pas quel pays, avec une approche, justement ce que vous faites fort bien, vous qui êtes autour de ce plateau, cette éducation, Alors Steve, c'est difficile pour toi d'aller me dire, oui, Pogacar, il joue sa vie pour 5 générations et c'est pas le même thème qu'un Français qui est dans un centre d'excellence. Mais on peut quand même se poser ces questions légitimement. Et ça revient à la jeunesse. C'est que, mais je dis peut-être des choses énormes qui sont condamnables, je dis peut-être des bêtises, mais est-ce que ce phénomène de Slovène actuel, il ne faut quand même pas le cacher, il se passe des trucs, quoi. Les gars, ils arrivent, ils sont 2, ils gagnent tout. On a le droit de s'interroger, Steve, non ?
Non, non, évidemment, c'est hyper intéressant de se poser la question de comment ils sont découverts, à quel niveau d'aide, par exemple, lorsqu'ils ont 12, 13, 14 ans, comment ils se comportent à l'école. Est-ce que le pays, la Slovénie, développe énormément le sport et la recherche de dire Pogacar, qui était peut-être un basketteur au départ, non, avec les qualités que tu as, tu vas faire du vélo. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, j'imagine, qu'il faut creuser. Maintenant, effectivement, nous, la France, on est quand même un pays. Je ne sais pas si les gens sur le plateau seront de mon avis, mais aujourd'hui, attention, ça fait quand même 25 ans que nous, on lutte, enfin en tout cas, je prêche pour ma paroisse, le vélo, on lutte contre le dopage, et j'ai l'impression qu'on met tellement dans la lutte qu'on en oublie des fois de prendre un nutritionniste ou d'aller faire un stage en altitude. Non, le budget stage altitude, on va le mettre dans la lutte contre le dopage. Et c'est ça aussi qui est un décalage. Donc, est-ce que Pogacar, est-ce que Roglic, est-ce que Remco, est-ce que tous ces gars-là sont dopés? Aujourd'hui, moi, je ne peux pas répondre à cette question. C'est légitime de se poser des questions, mais ce qui est sûr, c'est que de ce que je vois, c'est que nous, au niveau français, on préfère dire allez voir lui plutôt que se remettre en question et dire attends, moi à 15 ans, je faisais ça. Est-ce que le socle de ma fondation de volume de 15 à 18 ans, par exemple, j'ai fait assez de volume, au contraire des Slovènes, etc. Il faut aller plus loin dans la recherche avant de dire il est à 7 watts kilo, c'est impossible. Ça, c'est quelque chose pour moi, on ne peut pas aller. Et on va revenir aux jeunes, mais j'ai trop entendu lorsqu'il y avait des résultats extraordinaires à la Armstrong et d'autres, les gens me disaient si les Français s'entraînaient un petit peu plus, bande de feignants, vous auriez des résultats. Et puis voilà, et quelques années plus tard, on apprend que les Français, ils s'entraînaient autant que les autres, mais simplement qu'ils ne prenaient pas les mêmes produits. Voilà, donc essayons d'être équilibrés là-dessus, parce que j'ai trop entendu les donneurs de leçons dire « Oui, les Français, vous êtes des clowns, si vous entraîniez un peu plus ». Le pauvre Marc Madiot, il était blanc comme un linge, et il disait « Oui, nous on essaye, mais on n'y arrive pas ». Voilà. D'ailleurs, pour Armstrong, on a eu la réponse. On a eu la réponse. Le dopage, c'est la triche. Vous savez que si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité arrive toujours par l'escalier. On a eu la réponse, c'est une question de temps. Très joli. C'est une question de temps. Très joli. On va passer à la deuxième partie, s'intéresser un peu aux substances, à cette historique du dopage, et à savoir si les jeunes, et vous parliez tout à l'heure, Laurence, de l'accès via Internet, si les jeunes ont accès à des produits aujourd'hui qu'ils maîtrisent mal, évidemment, pour répondre à la pression dont on a parlé pendant toute cette première partie, pression de la presse aussi, pression des parents, pression de l'entourage. Est-ce que, quels sont les produits, justement, que vont prendre les coureurs, que dis-je, les sportifs, vous voyez, c'est pas bien de dire ça, les coureurs. Les substances, Ismar, Steve, là, je crois. Les substances et leurs effets. Alors, les produits les plus utilisés, on parle beaucoup de stéroïdes anabolisants, de compléments alimentaires. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des infos? Qu'est-ce qui a du succès, dans ce domaine-là chez les jeunes? Il suffit de lire le rapport d'activité de l'Agence française de lutte contre le dopage. Et effectivement, c'est les anabolisants qui arrivent en tête des résultats d'analyse anormaux, donc à 24%. Et puis après, on aura les stimulants, exemple le PO, vous l'avez cité tout à l'heure, à 18%. Et puis après, on aura tout ce qui est produits masquants, diurétiques et les glucocorticoïdes. Parlez de PO chez les jeunes. Là, il n'y a pas de distinguo en fait dans les chiffres de l'Agence française de lutte contre le dopage, mais il y a assez eu de reportages, et notamment dans des sports collectifs, où ils disaient que pour prendre la masse musculaire et pour espérer un jour rentrer dans ce centre de formation, ils n'avaient pas le choix que de prendre de la masse musculaire. Donc prendre de la masse musculaire rapidement, c'est les anabolisants. Donc ça, c'est la pression pour arriver à intégrer des structures dans lesquelles vous pourrez rêver de devenir un jour sportif de haut niveau. Ça existe, oui. Est-ce qu'on peut changer quelque chose, là, soyons concrets? Est-ce que, je me souviens, dans le football, à un moment, il fallait faire 1m82 à 17 ans, il fallait faire plus de 78 kilos, il fallait avoir telle masse musculaire. Ils se sont aperçus plus tard, c'est trop tard d'ailleurs, je pense à une époque, le football français en a pâti, que c'était une bêtise, puisqu'aujourd'hui, les stars du football sont souvent des petits gringalets qui vont créer du jeu. Est-ce que la mentalité a changé un peu? Je ne sais pas. En tout cas, moi, quand je vois des profils de joueurs, je n'ai pas envie de citer la discipline, mais c'est quand même assez étonnant les changements morphologiques qu'on a vus sur certaines disciplines. Et du coup, les jeunes, ils n'ont pas tant le choix que ça, quoi. S'ils veulent performer au niveau, être remarqués à un moment donné,
il faut une carrure, un poids. Vous ne voulez pas citer le rugby. Donc, parlons quand même, moi, il y a une chose qui m'intéresse, c'est la pédagogie. Les jeunes, alors, tout à l'heure, vous m'avez répondu assez directement, et j'ai bien entendu qu'un jeune, vous pouvez lui expliquer qu'il risque d'avoir un cancer à 40 ans, ça ne va rien changer du tout. Mais quand on dit quand même que les stéroïdes peuvent avoir des conséquences sur la santé des adolescents, alors je ne parle pas des boutons, mais les problèmes d'érection, les risques cardiaques, avec l'hypertrophie du cœur, la dépression, parce que ce sont aussi les produits qui vont jouer évidemment sur le mental, les risques d'AVC, les cancers du foie. Est-ce que ça peut marcher, la peur de... C'est au départ, on l'est ou on l'est pas. Vous avez des gens, ils sont incapables de prendre un cachet, j'en fais un peu partie, parce qu'ils sont un peu parano et... J'ai l'impression que les adolescents n'ont pas du tout les mêmes peurs que nous, et en tout cas, pour avoir travaillé notamment sur cette prévention de la consommation de tabac chiqué avec un tabacologue, il avait énormément d'expérience sur le tabac fumé dans un premier temps, et il disait que ça ne marchait absolument pas avec les jeunes, la peur, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas grave, si à 40 ans je meurs d'un cancer, de toute façon au moins je ne deviendrai pas aussi bête que mes parents. Non, par contre, ce sur quoi on peut jouer avec les jeunes, c'est ils n'aiment pas ne pas être libres. Et or, on peut leur démontrer très rapidement que quand on est addict, on n'est pas libre du tout. Voilà, ça peut coincer ça. La liberté, c'est une belle valeur. Et vous, votre expérience? C'est vrai que nous, moi j'en reviens souvent au complément alimentaire. On va rappeler quand même que vous êtes cadre technique dans la Ligue d'aviron de Normandie. Je gère un groupe, le Pôle Espoir, où on a des jeunes. Alors soit des jeunes du Pôle Espoir, soit d'autres. Des fois en discutant, on voit des gamins qui ont acheté des compléments tout seuls sur Internet, où ils ne sont pas guidés d'abord par le côté santé, mais par le côté du prix, le prix au kilo. Et c'est là où c'est problématique. Alors moi je sais que nous, notre fédération a édicté pas une règle, mais un document en tout cas qui déjà précise que s'il y a des compléments alimentaires, lesquels respectent les normes AFNOR notamment, déjà où il n'y a pas de traces de produits soit dopants, soit dangereux pour la santé. Mais ça, c'est quand on a accès. Donc nous, dans les structures, on a accès à ça, mais c'est vrai que les éducateurs de clubs, qui sont peut-être un peu démunis, qui ont des gamins qui font ça, ils n'ont pas accès forcément ou connaissance de toutes ces normes. Et je pense vraiment que le jeune, pour l'instant, il n'a pas peur à 16 ans de ce qu'il aura à 50 ans, en fait. Lui, il va voir, en achetant sur Internet, quel est le moins cher. Est-ce qu'on forme les gens dans les clubs à ça? Est-ce qu'il y a des formations spécifiques pour être capable d'être pédagogique avec ses enfants, avec ses adolescents? Oui, dans les formations de cadres, de futurs éducateurs sportifs, c'est des thématiques qui sont abordées. Après, c'est effectivement c'est de la pédagogie qu'on a avec les jeunes régulièrement, parce qu'il y a ça, il y a tous les compléments alimentaires, et il y a aussi tout ce qui est automédication, où les jeunes, nous, on insiste beaucoup là-dessus, parce que dans notre discipline, je pense que c'est le principal danger. On n'est pas une discipline avec une grosse pression sociale pour réussir à gagner des milliers d'euros plus tard. Donc, on est peut-être un petit peu plus à l'abri. Par contre, le jeune qui va aller prendre n'importe quel tube de médicaments dans la pharmacie de ses parents, juste parce qu'il est moins bien un jour, c'est là où on essaie de leur faire comprendre que ce n'est pas des gens normaux, en fait, les sportifs. Ils ont un parcours différent, donc il faut qu'ils fassent attention. Et effectivement, ils sont une population où forcément il y a plus de contrôle, qu'on disait tout à l'heure, dans les facs de médecine ou peut-être les boutiques, parce que vu qu'on cherche, on trouve. Donc on essaie de leur faire comprendre que certains médicaments grand public ne le sont pas pour eux. Donc voilà, c'est un peu de la pédagogie où on sert aussi de la FLD, du site, où on leur dit à chaque fois que tu prends un médicament, tu vas taper sur le moteur de recherche et tu regardes. Donc on essaie de leur faire un petit peu de pédagogie là-dessus. François Chapuis, professeur de médecine, si vous avez des jeunes face à vous, qu'est-ce que vous leur dites en premier pour un jeune de 14-15 ans qui ne sait pas trop où il en est, qui aimerait intégrer un pôle espoir et qui sent qu'il manque un petit truc et qui a envie de franchir le pas? Il faut le rassurer. Le jeune, il faut le rassurer. S'il est inquiet, il va chercher à se rassurer. Il va chercher à aller dans le monde de la magie, aller chercher quelque chose qu'il n'a pas, qu'il va croire être utile pour lui, qu'il ne le sera pas. Mais votre émission pose une excellente question, parce que le dopage chez le jeune, chez l'adolescent, c'est une question nouvelle. C'est une question nouvelle, on l'a dit tout à l'heure, l'accélération, l'accès facilité font probablement que l'adolescent va être plus en mesure d'aller trouver des produits qu'il n'aurait probablement pas cherché et certainement pas trouvé il y a d'autres temps. Et si on dit nouvelle question, eh bien, il faut probablement avoir une nouvelle approche. Parce que l'adolescent, ce n'est pas un adulte en modèle miniature, vous voyez. Et les techniques que nous avons pour lutter contre le dopage chez les adultes, connues jusqu'à maintenant, doivent probablement évoluer pour prévenir
ce même dopage, mais chez l'adolescent cette fois-là. Alors, quelle piste pour l'adolescent qui n'a pas un mode de réflexion comparable à un adulte, évidemment? Les pistes principales, le rassurer, je veux bien. L'accompagner, éviter la sanction. L'adolescent, vous lui interdisez quelque chose, il va transgresser pour se réaliser. Donc, éviter la sanction, accompagner, comprendre, ne pas le lâcher. Je crois que ce qui est fait dans les pôles espoirs, c'est accompagner, expliquer, former les formateurs, et puis accompagner l'adolescent. Mais ça commence même avant l'adolescent, ça commence très tôt. Si Erwan a commencé à 6 ans, à 6 ans, il pouvait être tenté d'avoir une approche de la performance qui soit un peu artificielle, d'une façon ou d'une autre. Steve, qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces adolescents? Tu les as face à toi, ce que tu as vu pendant ta carrière, moi, j'aime bien l'approche de François Chapuis parce que j'aime bien cette notion d'accompagnement, parce que c'est vrai que cette émission, on parle des jeunes, on parle des adolescents. Il est interdit d'interdire aux adolescents. Qu'est-ce qu'on va leur interdire? On va fermer la porte, ils vont sortir par la fenêtre. Et c'est comme ça qu'ils se construisent d'ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on leur dit, Steve, à ces adolescents? Non, mais alors déjà, effectivement, je suis assez d'accord avec les intervenants, sauf que là, on parle quand même d'une nouvelle génération. Je pense que vous êtes d'une génération où si vous faisiez une connerie, vous preniez une baffe dans la tronche par l'instit et aussi une baffe par vos parents. Aujourd'hui, alors il faut les accompagner, il faut les chouchouter, il faut leur expliquer, etc. On parlait d'interdit. Moi, j'ai jamais fumé de ma vie parce que ma mère m'a fait une telle pression, parce que c'était une ancienne fumeuse, que je savais que si un jour je sentais la clope, j'avais la peur de la sanction. Aujourd'hui, on n'a plus peur de la sanction. Donc, c'est un vaste sujet, un vaste débat. Aujourd'hui, on va peut-être passer plus de temps à accompagner quelqu'un qui a une attitude un peu bizarre, etc., pour pas qu'il flanche, alors qu'il y a 20 ans, on lui aurait dit, tu sais quoi, mec, tu prends tes clics et tes claques, tu dégages, on ne s'occupe pas de toi, on va s'occuper par des gens sérieux. Ça ne changera pas, ça. L'évolution de la société, elle est là. Ça ne changera pas. Mais il faut s'adapter à cette évolution de la société. Justement, alors moi j'ai eu une équipe, j'ai essayé d'entreprendre et de faire une équipe avec que des gamins, justement, des 17-20 ans. Aujourd'hui, j'ai arrêté. J'ai jeté l'affaire. Aujourd'hui, ces gamins regrettent parce que je les mettais dans un cocon peut-être un peu trop justement doré, avec le meilleur matériel, avec des très beaux déplacements. On essayait justement d'aller dans le sens de les accompagner au mieux pour la performance. Et pour le coup, aujourd'hui, moi, je suis incapable de le faire comme vous êtes en train de le faire sur le plateau. Et d'ailleurs, je vous tire mon chapeau parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la jeune génération, elle en a rien à foutre, rien à carrer. C'est très compliqué. C'est là où justement, je pense qu'il y a il y a quelque chose à faire avec les éducateurs, de ne pas craquer, de ne pas avoir envie de leur mettre une grande claque derrière la tête pour qu'ils réagissent. Parce que quand on parle justement d'une dizaine, d'une quinzaine d'athlètes à gérer, il suffit d'avoir 2 brebis galeuses pour que derrière ça suive. Donc chapeau si vous arrivez à aller dans le sens de les accompagner pour quelqu'un qui a décidé, un jeune de 14 ans qui a décidé de faire ce qu'il a envie, c'est extrêmement compliqué. Bon, maintenant, ce qui reste 5 minutes. J'ai jamais vu une émission qui est passée aussi vite. Ah bon? Non. Alors là, je comprends. Il s'est trompé, je crois. Il s'est trompé. J'aime beaucoup ce que vient de dire Steve. C'est assez courageux, parce que c'est pas mainstream, comme on dit. Mais c'est bien d'assumer ça. Il a laissé tomber parce que ces jeunes n'étaient pas... Voilà. Il faut trouver des solutions, là. Il faut trouver des solutions. Répondez à Steve, donnez-lui le moral, remotivez-le pour qu'il s'occupe des jeunes. Moi, je ne serais pas aussi négatif que Steve, mais je n'ai certainement pas vécu les mêmes choses. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir quand même dans l'éducation. L'éducation par le personnel d'encadrement, donc les éducateurs, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi par les pairs, parce que je crois que si on donne des responsabilités aux jeunes, ils sont capables de les prendre et de réfléchir alors peut-être pas dans nos manières de réfléchir à nous, mais de réfléchir comment on peut faire sans. Voilà. Et moi, j'ai pas mal d'espoir en la jeunesse, au contraire de Steve. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire avec les jeunes. Ouais. Alors, il y a des champions français qui ont été des jeunes très prometteurs, puis qui d'un seul coup se sont fait dépasser, qui auraient pu avoir des palmarès pas possibles. Je pense à Diagana, par exemple, qui s'est contenté de quelques performances mondiales, mais qui, sans l'adversité dopée, aurait eu des résultats bien meilleurs. Moi, je pose une autre question à Steve, parce que, mais il est tellement provocateur que ça m'intéresse, et après on conclura ensemble. Mais Steve, un jeune
au milieu des années 90. Auparavant, on avait quand même, alors je dis peut-être des bêtises, mais je les assume. On avait Anquetil, Merckx, Hinault, j'en reviens au vélo, hein, Fignon. C'était les meilleurs. Ça prenait un peu d'en fait, sans doute, ça prenait un peu de produits comme ci, comme ça. Le meilleur était toujours le meilleur. En 96, Bjarne Riest, modeste équipier, devient vainqueur du Tour parce qu'on en a fait un homme bionique. Lorsqu'on est adolescent et qu'on se dit Bjarne Riest, d'un seul coup, je revois encore cette scène où il remonte les 5 échappés, il regarde Indurain, et hop, il s'en va tout seul. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous commentez, c'est vachement pratique. Vous savez que le gars, il est moyen et d'un seul coup, c'est Superman. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes alors que ça marche? Alors aujourd'hui, évidemment, tout le monde sait qu'il était dopé, il est mis au banc des accusés. Ça n'empêche pas d'être directeur sportif et peut-être de garder les mêmes habitudes. Je ne sais pas, je n'ai pas d'informations. Mais qu'est-ce qu'on répond aux jeunes? Et c'est là où le découragement, moi, je pense qu'il peut être là aussi. C'est cette exemplarité de la tricherie. Parce qu'après, on va enlever 10 ans après un titre à quelqu'un, mais celui qui n'était pas sur le podium, il s'est fait une dépression, il a perdu son sponsor, il a perdu de l'argent. C'est ça, moi, qui m'inquiète et qui me rend pessimiste. Ouais, c'est vrai. Alors après, on m'a toujours quand même vendu le fait qu'on ne faisait pas d'un âne un cheval de course. Mais là où je suis d'accord avec toi, Patrick, effectivement, des Bjarne Riest qui étaient des 5 équipiers et qui deviennent vainqueurs du Tour de France, ça devient très bizarre. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes? Moi, contrairement effectivement à ce que j'ai dit tout à l'heure, moi, je leur rentrais dans la gueule. Je leur disais qu'à un moment donné, si vous voulez marcher, la première chose à faire, c'est s'entraîner. Arrêtez de regarder à droite, à gauche, sur Internet, d'aller trouver un complément alimentaire, parce que de toute façon, si vous êtes des nanes, vous resterez des ânes. Donc, je pense que quand on a des prédispositions au départ, quand on s'entraîne correctement, qu'on mange correctement, qu'on a voilà, une mentalité pour aller au bout de ses rêves, à un moment donné, on y arrive. Moi, sincèrement, et je leur disais, moi, je n'étais pas fait pour faire le vélo. J'avais un gros caractère, l'envie de m'entraîner, de faire au mieux, de me donner au maximum. J'ai été très loin dans la douleur pour réussir à aller chercher. J'ai jamais fait le tour, hein, mais j'ai fait 6 fois Paris-Roubaix, etc. Mais voilà, moi, j'ai essayé d'avoir un discours clair et leur dire qu'à un moment donné, il faut mettre aussi votre talent face à vous-même et leur dire la vérité et pas les caresser dans le sens du poil, à dire t'inquiète pas mon coco, dans 4 ans tu seras peut-être aux Jeux Olympiques, etc. Et pour pas les inciter finalement à aller chercher des microsecondes à droite à gauche qui honnêtement, je leur dis tu pisses dans un violon, ça fait le même effet. Réflexion. C'est vrai qu'au quotidien, on essaye de passer des messages assez clairs. Hein. C'est l'entraînement en général qui paye. Hein. C'est pas tout ce qu'il y a autour. C'est bien s'entraîner, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein. Bien dormir, faire attention à la récupération, l'hydratation. Je pense quand même que chez des jeunes, en tout cas dont nous on a la charge, hein, s'ils respectent déjà l'entraînement, la récupération, hydratation, nutrition, ils auront fait déjà une grande partie du boulot. Et ils ne seront pas obligés d'aller chercher le petit biais pour essayer de franchir un cap. Je suis d'accord avec vous. Il faut simplement que ce que vous dites, Antoine, il faut que la structure du sport en France soit capable de leur apporter ça. L'accompagnement, est-ce qu'aujourd'hui on est prêt? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est parfois aussi une carence de l'accompagnement, de la structure qui va faire que le gamin va se trouver livré à lui-même. Est-ce qu'on n'a pas fait de gros efforts et finalement on a des résultats maintenant? Si, il y a des gros efforts qui ont été faits, notamment il y a des moyens qui ont été mis au niveau de l'Agence française de lutte contre le dopage, qui a fait tout un programme de formation d'éducateurs, qui a aidé les fédérations à mettre en place leur plan de prévention du dopage. Donc ça, je pense que c'est à souligner quand même. On n'a peut-être pas assez de moyens. De toute façon, les Français, on râle toujours, on n'a jamais assez de moyens. Mais moi, je trouve qu'il y a déjà des belles choses qui ont été mises en place. Et puis maintenant, il faut attendre aussi. Hein, les choses, elles ne se font pas comme ça en 5 minutes. François Chapuis, les accompagner, sans les cajoler, comme disait Steve. Mais les accompagner, ça ne veut pas dire les cajoler. Hein. Les accompagner, c'est leur dire ne cherche pas quelque chose de très compliqué. Je vais t'aider à donner le meilleur de toi-même. C'est ça, accompagner un athlète, aussi jeune soit-il. Et tout le monde n'a pas les mêmes performances. Et puis les parents. Notre rôle, c'est de l'accompagner. Et vous savez, pour les Jeux, vous citiez les Jeux Paris 2024, tous les accompagnateurs qui avaient un rôle officiel ont été tenus de remplir leurs obligations de formation à la prévention de dopage. Tous. Très bien. Ça commence par là. Alors, c'est assez contraignant. Et pourquoi pas contraindre un éducateur pour maintenir son brevet à valider une formation antidopage. La formation des formateurs, c'est indispensable. Dissocier performance et dopage, c'est indispensable. Accompagner, mais à donner le meilleur de soi-même plutôt qu'à tricher. On parlait des valeurs en France.
Liberté, égalité, fraternité. L'égalité est rompue avec le dopage. Bien sûr. Bon, donc on ne discute pas. Moi, j'aimerais faire une dernière déclaration aux parents. Mais Steve, ce qu'a dit, c'est très fort. Moi, je suis papa de nombreux enfants. Mais quand ma fille fait 10e au championnat départemental de cross-country, je la félicite. Tu as fait le meilleur que tu pouvais. Et puis, comment tu as géré ta course? Oui, je suis parti pas trop vite. Puis après, j'en ai doublé plein. Bravo! Tu as fait ce qu'il fallait. Après, tu joues les régionaux et tu fais 26e. C'est formidable. Mais c'est pas, voilà, ayez conscience que tout le monde ne sera pas champion olympique et valorisez la performance de vos enfants, mais valorisez-la sans leur dire oui, tu pourrais faire mieux si tu travaillais plus, si tu faisais. Non, c'est comme à l'école, quoi. Laissez-les vivre, ok? Écoutez, on a 600 000 enfants qui naissent par an en France, Oui. Ça fait 600 000 adultes, ça ne fera pas 600 000 champions olympiques. J'aime cette phrase de fin. Merci Steve, garde ton Avec enthousiasme. grand plaisir. Et bon, faut pas trop taper dans la tête des jeunes. J'ai 4 enfants, donc crois-moi, c'est vrai que chacun est différent et moi je fais partie de ceux qui effectivement veulent accompagner mes enfants, mais moi je veux pas leur jeter de la poudre aux yeux et c'est malheureusement, je trouve, dans beaucoup de cas, on jette de la poudre aux yeux aux jeunes. Je l'ai déjà vu en tout cas dans le milieu du vélo et voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi leur expliquer qu'ils font du sport, c'est aussi pour se défouler, c'est pour se sentir bien, c'est pas forcément pour aller chercher un maillot jaune parce qu'il n'y en a qu'un par an. Et effectivement, il y a de quoi faire. Et juste dernière petite chose, j'ai téléphoné quand même ce matin au service médical de la Fédération française de cyclisme. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par notre fédération pour justement essayer de prévenir, de former les éducateurs pour que justement tous nos jeunes ne partent pas dans certaines dérives, que ce soit le jeu cycling, etc. Enfin voilà, je voulais venir cet après-midi avec de la matière. On n'a pas eu trop le temps d'en parler, mais c'est intéressant et je pense qu'on va dans le bon sens pour protéger nos jeunes. Merci beaucoup. Et puisqu'on est sur le thème de la performance, eh bien, je termine avec une victoire sur Steve, puisque je mène 5 enfants à 4. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je suis toujours très content de vous retrouver sur Sport en France. À bientôt. Merci à vous tous. Et je remercie Anthony Drevet qui m'a aidé à préparer cette émission. Et François Caudal, notre réalisateur, Paul Lebret au son, et Lisa Provin au maquillage. À très bientôt. Moi, j'adore Sport en France. On y est bien, je trouve. À très vite.